J'ai activé la vidéo finalement. Alors, on va parler de récession parodontale. On commence par une petite introduction. Les récessions tissulaires marginales, là, on parlera de récession parodontale, récemment appelée par Borghetti surtout récession tissulaire marginale. C'est un motif de consultation fréquent. Donc, fréquemment, on vient consulter pour la présence de récession au niveau de la cavité buccale, donc au niveau de la muqueuse. Elle provoque chez le patient à la fois la crainte de la perte de l'un ou des dents. C'est normal. Quand il y a une récession, il y a une partie de la racine qui est exposée. Et généralement, quand il y a une évolution importante, on a l'impression que toute la racine dentaire est dénudée. C'est pour ça qu'on a la peur de perdre la dent. On se dit qu'il n'y a plus de soutien de tissu osseux autour de la racine, donc on risque facilement de la perdre. Donc, il vient consulter, motivé par le fait qu'il a peur de perdre la dent, en même temps motivé par le motif esthétique, donc il y a un problème d'esthétique que le malade ressent lors de l'ouverture buccale. Donc, des propositions de traitement existent depuis plusieurs décennies et font l'objet de progrès constants. Donc là, la récession a été découverte depuis très longtemps, mais les traitements sont toujours, c'est-à-dire il y a toujours du nouveau dans le traitement, c'est toujours en progrès dans le but de traiter la récession parodontale ou la récession gingivale. Vous m'entendez? Oui, madame, on vous entend. Très bien. Donc, avant de parler de récession, qui est un défaut anatomique concernant les tissus, enfin les gencives, il faut parler des différents types de parodontes, parce que c'est les différents types de parodontes qui déterminent la possibilité d'une récession. Donc, les différents types de parodontes, afin de déterminer les types parodontaux présentant un risque accru de récession, parce qu'on va voir qu'il y a des parodontes qui ne présentent pas de risque, il y a des types de parodontes qui ne peuvent pas du tout avoir le risque de vivre ou de subir une récession par la suite. Mais il y a aussi des parodontes qui sont, on va dire, prédisposés à l'apparition d'une récession. Donc, pour les différents types de parodontes, nous avons, donc là, on parlera de parodontes, c'est-à-dire de gencives, séments, desmodontes et os alvéolaires. Nous avons plusieurs classifications qui ont été proposées. On commencera par la classification de Maynard et Wilson. Cette classification se base sur la morphologie du parodonte, c'est-à-dire sur la forme des tissus parodontaux. Elle va distinguer 4 types de parodontes, une classification qui se base sur 4 types parodontaux. Cette classification va de la situation la plus favorable, donc la situation qui a le moins de risque de présenter une récession, à celle qui présente le plus grand risque d'apparition de récession. Donc on va aller du type le plus simple, le plus favorable, jusqu'au modèle parodontal le plus dangereux, donc qui présente le plus de récession. Donc nous avons le type 1. La hauteur de tissu kératinisé est suffisante, donc nous avons suffisamment de gencives attachées. Vous savez bien qu'une récession, on va le voir si nous avons peu de gencives attachées, c'est-à-dire nous avons directement gencives libres, muqueuse alvéolaire. Là, le risque est très augmenté. Par contre, quand on a beaucoup de tissu kératinisé, une hauteur suffisante, là, on vous parle de 3,5 mm, nous avons moins de risque d'avoir une récession. Et puis, il n'y a pas que ça. J'ai suffisamment de gencives attachées et j'ai le parodonte qui est épais. Quand je parle de parodonte, c'est-à-dire en général, gencives, os alvéolaires sous-jacents. Qui dit os alvéolaire dit séments et desmodontes. Le niveau d'os, c'est-à-dire le niveau auquel arrive l'os, son ligament parodontal. Donc la hauteur de l'os correspond à la hauteur du ligament parodontal et donc le sément il est protégé. Ce qui fait, dans le type 1, j'ai beaucoup de gencives attachées, j'ai suffisamment de gencives attachées et j'ai assez, donc une épaisseur d'os alvéolaire importante, qui veut dire que j'ai en parallèle le ligament parodontal qui va avec et le sément. Le type 2, bien sûr, il est moins favorable que le type 1. Là, j'ai une hauteur de tissu kératinisé qui est réduite. J'ai moins de gencives attachées. Elle est inférieure à 2 mm, comparée à la première qui présente 3,5 mm de hauteur. Mais l'avantage dans le type 2, qu'est-ce qui fait qu'elle est meilleure que le type 3 et 4? C'est que j'ai une épaisseur normale du parodonte, c'est-à-dire au niveau du parodonte profond, au niveau de l'os alvéolaire, j'ai une épaisseur normale qui n'a pas été touchée. Donc, il n'y a pas de réduction
de la hauteur de l'os alvéolaire. Donc, on va dire que le type 1 et 2, c'est la même épaisseur de l'os alvéolaire. La différence, c'est que dans le type 1, j'ai aussi suffisamment de gencives attachées, et dans le type 2, je n'ai pas suffisamment de gencives attachées, elle est réduite. Mais bon, ça ne nous dérange pas, parce que quand même, le support osseux de la dent est suffisant. Le type 3, là, pourquoi c'est moins bon que le type 2? Pourquoi? Parce que c'est vrai que j'ai une hauteur normale de gencives attachées. Mais le problème, c'est que le processus alvéolaire, il est fin. J'ai un os alvéolaire de support qui est réduit, qui est fin. Et donc là, surtout, c'est écrit entre parenthèses racine dentaire proéminente. On va voir dans l'étiologie des récessions, on parlera des malpositions dentaires ou des dents saillantes dans l'arcade. Toute dent ne respectant pas l'alignement dentaire sur l'arcade dentaire, c'est-à-dire la dent qui va aller se pencher du côté vestibulaire ou du côté lingual, elle va provoquer un amincissement de l'os alvéolaire du côté de son penchement. C'est-à-dire, si elle est vestibulo-versée, vous allez imaginer que l'os lingual, il est épais. Par contre, l'os vestibulaire, il est fin. Si elle est lingualée, l'os vestibulaire, il peut être épais, mais l'os lingual va être fin. Donc là, c'est vrai que dans la phase 3, j'ai suffisamment de tissu kératinisé, mais ça ne suffit pas, parce que le support le plus important de la dent, qui est l'os alvéolaire, il a été réduit, il est fin. Le quatrième type qu'on peut rencontrer de parodontie, c'est le type le moins favorable, qui présente donc le plus de risques d'avoir une récession. C'est le type 4, dans lequel nous avons une hauteur de tissu kératinisé réduite, et en plus, une hauteur de tissu alvéolaire réduite ou bien une épaisseur fine réduite, donc un os alvéolaire fin. Donc voilà, ça c'est selon la classification de Maynard. Classé, donc le type 1 c'est le plus favorable et le type 4 c'est le moins favorable. Nous avons aussi la classification de Seiber et Lindé. Elle distingue deux types. Nous pouvons avoir un parodonte plat. C'est un parodonte plat, donc en quelque sorte, on va dire le septum interdentaire, peut-être une continuité avec l'os vestibulaire lingual. Le parodonte, il est plat, mais l'avantage, c'est qu'il est épais. Donc, j'ai suffisamment d'épaisseur d'os alvéolaire. C'est une situation favorable. Le deuxième type, c'est un parodonte fin et festonné. C'est vrai qu'il est festonné, ça veut dire qu'il n'est pas plat. Quand il suit le contour, donc il respecte la gencive marginale, il y a le septum interdentaire qui est présent, il est festonné notre parodonte, mais le problème, l'inconvénient, c'est qu'il est fin. Il n'est pas épais. Donc là, c'est une situation à risque. Donc, selon Seiber et Lindé, nous avons deux types. Il est plat, c'est pas bon, mais nous avons une épaisseur très importante. Donc, c'est vraiment bien. Le type le moins favorable, c'est qu'il est festonné, l'architecture elle est respectée, mais malheureusement, il a une épaisseur très réduite. La classification de Corbendo et Guillaumani, dont les types C et D, représentent des situations à risque d'apparition de récession parodontale. Donc, le A et le B, c'est des situations favorables. Le C et le D, c'est des situations défavorables, donc qui ont plus de risques de voir apparaître des récessions parodontales. Alors, pour le type A, le processus alvéolaire, il est épais. Donc, j'ai suffisamment d'os. Il est proche de la ligne de jonction amylo-sémentaire, c'est-à-dire que j'ai une hauteur suffisante d'os alvéolaire. Il est proche de ma jonction amylo-sémentaire. La gencive est aussi épaisse, avec une hauteur suffisante. Donc là, c'est l'idéal, c'est formidable. J'ai beaucoup d'os, une épaisseur importante, et j'ai une épaisseur importante de gencive, ainsi que sa hauteur aussi. Alors, la hauteur de la gencive aussi est importante, oui, est augmentée. J'ai le type 2. L'os alvéolaire, il est mince. Il reste quand même proche de la jonction amylo-sémentaire. C'est-à-dire qu'il est réduit en épaisseur, mais il gagne mince, mais de hauteur suffisante. Vous voyez? Donc, dans le premier cas, épaisseur et hauteur osseuse et gingivale sont satisfaisantes. Donc, c'est le meilleur cas. J'ai suffisamment d'os dans le sens vertical et horizontal. J'ai suffisamment de gencive, elle est haute et épaisse. Dans le deuxième cas, que ce soit pour l'os alvéolaire, pour les gencives, l'épaisseur et la hauteur, les deux sont réduits. Enfin, non. L'épaisseur de l'os alvéolaire, elle est mince, elle est réduite. Mais il reste toujours proche de la jonction amylo-sémentaire, c'est-à-dire qu'il est, c'est pour ça qu'il est plus favorable.
Donc, même s'il est fin, il a une hauteur suffisante. Il est proche de la jonction amyloségmentaire, alors que la hauteur de la gencive aussi, elle est respectée, mais elle est mince, comparée au type 1. Le type C, le processus alvéolaire est mince. Donc, j'ai une épaisseur réduite. Le processus alvéolaire est mince. En plus, la hauteur, elle est réduite aussi. Donc, située à plus de 2 mm de la ligne de jonction amyloségmentaire. Donc, j'ai la réduction de la hauteur et de l'épaisseur de l'os alvéolaire. La gencive aussi, elle est mince, mais de hauteur suffisante. Donc, j'ai une gencive mince. Parlant d'épaisseur, elle est mince, elle est réduite, mais sa hauteur est suffisante, elle est supérieure à 2 mm. Le type 2, le moins favorable des quatre, l'os alvéolaire, il est mince, il est encore réduit parce qu'il est situé à plus de 2 mm de la ligne de jonction amyloségmentaire. La gencive est mince et de hauteur réduite. Donc, cette gencive, elle a réduit sa hauteur et son épaisseur. L'os alvéolaire, pareil. C'est le cas le plus défavorable. Donc, il présente le plus de risque de développer une récession. Alors, si on essaie de définir récession, c'est quoi cette récession? En 1979, Glickman avait défini la récession comme étant la dénudation progressive de la surface radiculaire par le déplacement apical de la position de la gencive. Donc, on va voir que la gencive ne va pas garder sa place. Elle va se déplacer en direction apicale. C'est la gencive qui se déplace en direction apicale, mais c'est un déplacement progressif. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on va découvrir une récession en bouche. C'est petit à petit que cette gencive va descendre au niveau de la racine et va donc se déplacer apicalement et provoquer, si la gencive se déplace, ça va provoquer une dénudation de la racine va être visible. Selon Paolack, on entend par récession gingivale l'exposition progressive toujours de la surface radiculaire. Donc la surface de la racine est exposée. Et puis, ça résulte, c'est le résultat de quoi? C'est le résultat de la migration apicale de l'épithélium de jonction et de la gencive. Il y a l'épithélium de jonction qui va migrer en direction apicale, il va prendre avec lui la gencive, c'est normal, et ça va provoquer la dénudation et l'exposition de la racine. Ce terme indique une résorption comparable de l'os alvéolaire ou du ligament parodontal. Là, pour Paolack, c'est important. C'est vrai qu'avant, et jusqu'à présent, on dit récession gingivale, parce que nous, cliniquement, ce qu'on voit, la gencive va changer de position, elle va descendre en direction apicale. Donc, c'est une récession qui concerne les gencives. Mais en réalité, on va voir dans la classification de Miller, il y a des cas où il n'y a pas que la gencive qui descend. La gencive, et puis on va voir dans l'étiologie la cause du fait que cette gencive va descendre, c'est le fait que l'os alvéolaire descend aussi. Donc, il y a une réduction de la hauteur de l'os qui ramène avec lui la gencive, donc qui a provoqué une réduction de la hauteur gingivale. Ce qui fait, actuellement, on ne parle plus de récession gingivale, on parle de récession parodontale. Parce qu'il y a la gencive qui descend et qui, en même temps, se fait accompagner de l'os et du ligament parodontal, comme le signale Paolack. Le terme indique une résorption comparable de l'os alvéolaire et du ligament parodontal. En 1977, Guinard et Cafès ont défini la récession gingivale comme la dénudation partielle de la surface radiculaire due toujours à la migration apicale de la gencive marginale. Donc, il y a la gencive qui descend en direction apicale et ça expose la racine, ce qui fait que cette racine va devenir dénudée. Elle va être exposée au milieu buccal. Cette modification de la gencive peut être observée sur les fesses vestibulaires, linguales ou palatines. Donc, on peut avoir des récessions du côté vestibulaire, comme on peut les voir du côté lingual et palatin. C'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, tout simplement parce que les malades ne viennent pas consulter pour une récession palatino-esthétique. Elle ne dérange pas vraiment, elle ne gêne pas vraiment. Et puis, elles ne sont pas visibles. Donc, des fois, même les malades ne se rendent pas compte qu'il y a une récession, surtout du côté lingual. Du côté palatin, on peut facilement la voir. Mais du côté lingual, ce n'est pas évident de découvrir une récession.
du consensus organisé par l'American Academy of Periodontology, donc par l'Académie américaine de parodontologie, décrit la tubulaire marginale, ça concerne uniquement les gencives marginales, et on parle de récession parodontale. Il a défini comme étant le déplacement apical à la jonction amylosémentaire, donc on se déplace apical, réaction apicale, donc on prend la jonction amylosémentaire comme référence, on va descendre vers le bas, sous cette jonction. Donc c'est le déplacement apical des tissus marginaux de la dent exposant la racine à la cavité buccale. Quand la gencive va se déplacer apicalement, la racine va être dénudée et va être exposée au milieu buccal, et donc elle va être en communication avec la cavité buccale. Ça, c'est la définition de la AP. On entend par fissure de Stillman, là aussi c'est un type de récession, fissure de Stillman, feston de Macaulay, normalement vous connaissez, on a déjà vu des photos en TD. Donc la fissure de Stillman, c'est un type de récession gingivale spécifique, caractérisée par des fentes étroites. C'est toujours une récession, mais c'est une petite ouverture, elle est fine, comparée à la récession, elle est beaucoup plus fine, elle est étroite, elle part de la gencive marginale en direction apicale, toujours, c'est la définition de la récession. Il s'agit probablement ici d'une forme clinique étroite de récession, peut-être en cours d'évolution vers une dénudation plus large. Donc là, la fissure de Stillman, ça a été défini comme récession. Ça peut être la cause, enfin pas la cause, mais la base de la récession. Ça peut commencer par une fissure de Stillman et ça peut s'élargir pour devenir une récession, je ne vais pas dire normale, mais je vais dire plus large, et donc plus large que la fissure de Stillman. Si la fissure est d'origine traumatique, elle peut cicatriser à l'arrêt du traumatisme. Donc, par exemple, je me suis traumatisé les gencives et je me suis provoqué l'apparition d'une fissure de Stillman. Il suffit, bien sûr, si on se rend compte de la cause, il suffit d'arrêter le traumatisme et puis tout va rentrer dans l'ordre et la fissure va disparaître. Le feston de Macaulay est une sorte de bourrelet gingival qui va souligner la récession. C'est comme une bouée de sauvetage. Si vous vous rappelez, on avait vu une photo en TD. C'est comme une bouée de sauvetage. C'est un bourrelet de gencive qui est épais, qui est enroulé. Donc, c'est en quelque sorte une hyperplasie de la gencive marginale qui se trouve avec un bourrelet, avec un épaississement plus important de la gencive marginale. C'est ce qu'on appelle le feston de Macaulay. Alors, on parlera de la classification de ces récessions. Nous avons plusieurs classifications proposées. La première a été proposée par Silva et Atkins en 1968. Ils ont distingué des récessions qui peuvent être profondes et larges. Donc, elles sont profondes dans le sens vertical, elles sont larges dans le sens horizontal. Elles peuvent être peu profondes, mais larges. Donc, elles ont une largeur assez importante, mais peu de profondeur. Elles peuvent être profondes et étroites, c'est-à-dire une hauteur importante, mais une largeur réduite. Elles peuvent aussi être, donc les cas notre cas moins grave, peu profondes et en même temps étroites. Une récession est considérée comme large à partir de 3 mm. Donc, si vous avez moins de 3 mm, elle est étroite. Si vous avez plus de 3 mm, elle est large. Selon Bickman, la récession peut être visible ou cachée. Qu'est-ce qu'il veut dire par visible ou cachée? La visible, celle qu'on voit directement à l'œil nu, ce n'est pas une poche, mais c'est une récession. Elle se cache derrière la gencive. Elle peut être localisée à une seule dent, ou bien à un groupe de dents, ou bien à toute la bouche, généralisée à toute la bouche. Là, c'est la localisation de la récession selon Bickman. Elle peut être physiologique quand elle survient avec l'âge, c'est-à-dire avec l'âge, il y a l'éruption passive qui se fait, donc la dent commence à se déplacer encore plus dans le sens vertical. Si vous vous rappelez, il y a l'attrition, donc l'usure physiologique des dents liée à l'âge, ce qui fait les dents vont chercher toujours le contact, c'est-à-dire qu'il y a les cuspides qui s'effacent, il y a la hauteur cuspidienne occlusale qui est réduite, et la dent essaye de compenser en assurant l'éruption, donc elle cherche toujours le contact pour assurer l'occlusion et la mastication. De ce fait, la dent, pour les dents du haut, elles vont descendre, pour celles du bas, elles vont monter. Et donc, en parallèle, il y a la gencive qui expose plus la racine, donc c'est une récession physiologique liée à l'âge. Elle est pathologique quand c'est provoqué par un traumatisme ou bien une maladie parodontale. On va voir les causes. Bunke et Al distinguent des récessions aussi qui peuvent être en U,
c'est-à-dire qu'ils ont très large, de mauvais pronostics, des récessions en V qui peuvent être courtes ou longues, et des pronostics favorables, et des récessions en I. Donc là, quand on dit en I, ça veut dire qu'elles sont vraiment étroites. Elles sont de bons pronostics. C'est clair jusque-là? C'est bon? Oui, madame. Allô? Oui. C'est bon? Alors, j'ai aussi la classification de Miller en 1985. Il propose une classification. Alors, la classification de Miller, pourquoi elle est intéressante? Parce qu'en parallèle, il nous donne le pronostic. C'est-à-dire qu'il nous oriente d'emblée sur le traitement que nous pouvons suivre et donc le pronostic de notre récession. Donc, il prend en compte la récession tissulaire marginale associée à la parodontite et donc toutes les formes de récession. C'est-à-dire là qu'il ne s'intéresse pas uniquement à la gencive. On va voir, il parle aussi de parodonte. Cette classification, elle a un but thérapeutique. Je vous ai dit, il va nous orienter par rapport au plan de traitement. Alors, elle a un but thérapeutique. Cette classification est celle utilisée actuellement. On ne parle plus de classification de Glickman ou d'autres auteurs, mais beaucoup plus de la classification de Miller. Donc, pour Miller, nous avons 4 classes. La première classe, la récession n'atteint pas la ligne mucogingivale. Donc, j'ai une récession, mais qui ne va pas arriver à la ligne mucogingivale. Il n'y a pas de partie tissulaire interdentaire. Voilà, alors, elle est là. Le schéma n'est pas très clair, malheureusement, c'est assez ancien, mais bon. J'ai la classe 1, j'ai une récession, vous voyez, la 22, oui, c'est ça, c'est la 22, qui présente une récession, donc elle présente une dénudation de sa racine. Or, là, c'est la ligne mucogingivale, c'est-à-dire donc c'est la ligne qui sépare la muqueuse. Donc cette récession n'a pas encore atteint, il y a quand même la ligne mucogingivale. Donc, ça, c'est la première classe. La deuxième classe, la récession peut atteindre, comme elle peut dépasser la ligne mucogingivale, mais il n'y a pas de partie tissulaire interdentaire. Classe 2, voilà, j'ai ma récession là, elle a dépassé la ligne mucogingivale, mais les septum interdentaires, l'os en interdentaire plutôt, l'os là en interdentaire et à ce niveau, il est préservé. On l'a gardé, il n'a pas été touché, il n'a pas été réduit. La classe 3, par contre, la récession atteint ou dépasse la ligne mucogingivale. La différence avec les deux premières classes, c'est qu'il y a perte de l'os interdentaire. On commence à perdre un petit peu d'os interproximal et le tissu gingival proximal est apical à la jonction amylosomentaire tout en restant coronaire à la base de la récession ou bien il existe une malposition. Voilà, donc la classe 3, ma récession va dépasser la ligne mucogingivale. Elle est là, voilà. Ma récession, elle dépasse la ligne mucogingivale, elle peut l'atteindre, juste à toucher. Et ça, ou bien entre la classe 1, 2 et la classe 3, il y a une part, vous voyez là, il y a de l'os interdentaire qui est perdu à ce niveau. Il y a de l'os qui est résorbé. Ce n'est pas très important, mais c'est un début. L'os interdentaire a été touché. Donc là, vous allez comprendre que le parodonte profond est touché. C'est à partir de la classe 3 qu'on parle de maladie d'atteinte parodontale. La classe 4, la récession va dépasser la ligne mucogingivale. Elle va l'atteindre et la dépasser. Les tissus proximaux se situent au niveau de la base de la récession et celle-ci intéresse plus d'une face de la dent. Voilà. Donc là, j'ai ma récession qui dépasse la ligne mucogingivale. J'ai une destruction, vous voyez, de l'os interdentaire et ma récession, bon, elle un peu plus. Et là, dans ce cas, il reste une petite partie de la papille. Mais dans la classe 4, il n'y a plus de papille. C'est presque une ligne continue entre gencive marginale et gencive papillaire et l'os interdentaire est bien avancé dans sa destruction. Alors, dans la classe 1 et 2, il y a un recouvrement total qui est possible et qui est espéré. Je fais une greffe pour la classe 1 et 2, j'ai beaucoup d'espoir, si je ne dis pas que j'ai 100% de chances de réussite. La classe 3, je peux envisager un recouvrement partiel. Je peux avoir une cicatrisation, donc régler un petit peu le problème de la récession, pas totalement. Par contre, dans la classe 4, je n'ai aucune chance, je n'ai aucun espoir de recouvrir la récession, aucun recouvrement n'est possible parce que j'ai une résorption osseuse très importante. Donc, vous voyez, classe 1 et 2, ça se limite uniquement aux gencives. Classe 3 et 4, ça touche le septum interdentaire.
Alors, si on parlait un petit peu de l'étiologie de cette récession, pourquoi y a-t-il, qu'est-ce qui fait qu'il y a l'apparition de la récession? Donc, on ne connaît pas vraiment l'étiologie de la récession gingivale, mais il y a certains facteurs qu'on suspecte, donc on considère faisant partie de l'étiologie de cette pathologie. Donc, j'ai d'abord des facteurs prédisposants. On parle de déhiscence osseuse, de fenestration. Donc, une petite déhiscence, c'est comme le feston de Malcolm, mais au niveau de l'os, une petite fenêtre osseuse qui est découverte chirurgicalement. Donc, je déploie la lambeau et je vois qu'il y a une petite fenêtre au niveau de l'os, ou bien tout simplement une table osseuse qui est très fine. Peu d'os alvéolaire autour de la dent. Donc, pour Bernie Moulin, la récession osseuse est une condition préalable à la récession gingivale. Je ne peux pas avoir de récession gingivale, bon, classe 3 et 4 surtout, si je n'ai pas d'atteinte osseuse. C'est-à-dire que toute atteinte osseuse va automatiquement se faire suivre d'une récession gingivale. On va le dire autrement, la présence d'une table osseuse fine, d'une déhiscence ou d'une fenestration explique l'existence d'une récession. Voilà. On revient aussi sur l'absence ou la faible hauteur et l'épaisseur de tissu kératinisé. Je n'ai pas suffisamment de gencives attachées, donc, ou j'ai pas du tout, on a dit absence ou faible hauteur. Soit je n'ai pas suffisamment de gencives attachées, soit je n'ai pas du tout de gencives attachées. Et dans ce cas, quand il n'y a pas du tout de gencives attachées, ça veut dire que j'ai une muqueuse alvéolaire et directement j'ai le contact avec la gencive marginale. Donc, chaque fois qu'il y a les mouvements des lèvres et des joues, la gencive, elle est sollicitée, elle est tractée avec la muqueuse alvéolaire et c'est un traumatisme qui amène la gencive à se déplacer en direction apicale, ce qui provoque la récession. J'ai aussi les malpositions dentaires. La position saillante des dents sur la 4 prédispose à la récession en provoquant un investissement des tissus parodontaux et des déhiscences de l'os alvéolaire. On l'avait dit tout à l'heure, les dents en malposition qui sont plus vestibulées ou plus lingualées présentent une table osseuse fine, donc prédisposent à l'apparition de récession. Nous avons plusieurs types de malpositions qui peuvent influencer l'existence de récession parodontale. Nous pouvons avoir la version, la rotation surtout, l'égression, tout ça c'est des mouvements dentaires physiologiques ou pathologiques qui vont provoquer l'apparition de récession. Les tissus mous et les tissus durs environnants peuvent se trouver réduits en hauteur ou en épaisseur par l'existence de ces malpositions. Quand j'ai une dent en malposition, par exemple vestibulée, j'ai dit tout à l'heure, il y a une réduction de l'os et donc ça aggrave la malposition et ça induit beaucoup plus l'apparition de la récession. Un vestibule plus profond. Le vestibule plus profond, c'est exactement comme on l'avait dit, réduction de la hauteur gingivale. De la hauteur gingivale, donc les gencives attachées, le tissu kératinisé. J'ai un frein ou un vestibule plus profond ou un frein qui a une insertion très proche de la gencive. Lorsque le frein s'insère près de la gencive marginale, il peut exercer une traction en direction apicale des tissus mous et participer au développement de la récession dans les situations où souvent le tissu kératinisé est peu important. Donc là, vous avez tous fait des présentations en TP, enfin presque tous, mais je pense que vous connaissez déjà ce que c'est qu'un frein court, une insertion haute du frein qui provoque une traction au niveau de la gencive et qui donc peut être responsable de l'apparition de la récession. C'est bon? Oui, c'est clair. OK. On a aussi le brossage traumatique. Vous le savez, quand on a une récession, on cherche dans la bouche toutes les causes qui peuvent être responsables de cette récession. Mais sinon, la première question qu'on pose aux malades, comment vous brossez-vous les dents? Donc, si vous vous brossez de façon horizontale, c'est un brossage traumatique et c'est ce qui va provoquer les récessions gingivales. Donc, l'effet néfaste de la brosse peut être expliqué soit, donc j'ai un brossage traumatique, comment je vais expliquer ça? Je l'explique par une pression trop importante, soit j'applique une force sur ma brosse à dents, donc sur mes dents, soit par l'emploi d'une brosse trop dure. Les brosses dures sont toujours contre-indiquées, surtout pour les personnes anxieuses, parce qu'elles ne se contrôlent pas n'arrivent pas vraiment à contrôler de façon parfaite l'usage de la main, donc elles peuvent appliquer une force importante. Associée au poil dur, ça traumatise les gencives. Donc soit c'est la brosse qui est dure, soit la pression qui est importante, soit une grande fréquence de brossage. C'est-à-dire je me brosse souvent pendant la journée, ce qui fait que je provoque un traumatisme des gencives, ou bien tout simplement l'association de ces trois facteurs, c'est-à-dire la brosse elle est dure, le brossage il est fréquent et la force est importante. Donc tous ces sont des facteurs qui induisent un traumatisme au niveau des gencives.
Lésions cervicales non carieuses, donc vous connaissez, l'association récession-myélolyse est fréquemment observée. À chaque fois que j'ai enfin je ne vais pas dire que chaque fois que j'ai une myélolyse, j'ai une récession, ou bien j'ai une récession, j'ai une myélolyse, mais la plupart du temps, quand on a une myélolyse, on a une récession, parce que c'est provoqué par le brossage traumatique, donc qui a induit la myélolyse et qui a en même temps provoqué à long terme l'abrasion des gencives, donc la récession. J'ai aussi l'inflammation. L'inflammation, c'est associé à la présence de plaques bactériennes qui peut aboutir à la formation d'une récession. J'ai l'accumulation de la plaque au niveau buccal. Et la présence de plaques veut dire quoi? Veut dire que l'organisme ou le parodonte va répondre par une réaction inflammatoire, par un épisode inflammatoire. Et donc, par l'apparition il se défend par l'apparition d'une récession, on va voir. Les facteurs iatrogènes, c'est des facteurs, bien sûr, ce qu'on appelle les facteurs hétérogènes, c'est des facteurs qui sont provoqués par le traumatisme. Donc, c'est des erreurs provoquées pendant le traitement, par le praticien. J'ai la prothèse fixe, amovible, fixe ou amovible, partielle. Partielle, pourquoi? Là, les dégâts sont très nombreux. Ça peut être l'apparition d'une relation post-prothétique peut faire suite aux moyens utilisés par le praticien. Donc, ça va des moyens utilisés jusqu'au scellement ou le collage. C'est-à-dire, ça va du début de la prise d'empreinte jusqu'au collage de ma restauration prothétique, si elle est fixe, ou bien de la mise en place de mon partiel. Pourquoi? Par exemple, les moyens utilisés, je peux utiliser une bague pour la prise d'empreinte. Et là, avec le matériau d'empreinte, je peux enfoncer la bague dans le sulcus, ça va traumatiser la gencive, ça va provoquer la récession. D'accord? Je peux préparer une dent pour la taille, je vais tailler une dent pour préparer un bridge ou bien une couronne ou une restauration prothétique fixe. Le traumatisme du sillon et de la gencive peut provoquer la récession. Donc, ça va à partir du moment où on commence, on utilise des moyens pour commencer la prothèse jusqu'au collage. Là, au moment du scellement aussi, je peux mettre en place une prothèse avec des limites cervicales non respectées ou bien un scellement avec un produit de scellement très débordant. Donc là, ça provoque le traumatisme des gencives et finalité, c'est la récession qui apparaît. Donc là, c'est un facteur iatrogène provoqué par le traitement lui-même. Pour la chirurgie, il faut faire attention aux incisions de décharge. Je ne sais pas si vous connaissez l'incision de décharge. Quand elle est mal située, elle provoque toujours une récession. Donc, elle va laisser des berges non coaptées. On va voir fin d'année la cicatrisation. Quand il y a les berges de la plaie, donc je fais une incision verticale, je décolle un lambeau, je fais 2 incisions par exemple de décharge, donc de verticale. Si mon incision verticale n'est pas au bon endroit, il peut y avoir un problème de cicatrisation. Donc, il n'y aura pas la coaptation des berges. Les berges de la plaie ne vont pas se réunir correctement. Il n'y aura pas une bonne cicatrisation et la plupart du temps, ça aboutit vers la formation d'une récession. Il y a aussi une chose importante que vous avez sûrement remarqué avec vos malades, même si vous venez juste de commencer. L'extraction est une cause très fréquente et possible de la récession sur la dent voisine. Vous allez voir les dentements partiels chez quelqu'un. La toute dernière dent sur l'arcade présente une récession. Elle présente une récession. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la dent d'à côté. Donc, l'extraction a provoqué la récession au niveau des dents voisines. Les traitements orthodontiques aussi, lorsque la dent est déplacée de telle manière qu'une déhiscence osseuse apparaît, la récession devient conséquence du traitement. Je peux faire un traitement orthodontique, je peux utiliser des forces, déplacer des dents et provoquer des déhiscences. À ce moment-là, la déhiscence va être responsable de l'apparition de récession, on l'avait dit au début. Ça commence toujours par, ça s'explique toujours par une tête osseuse. J'ai aussi les forces occlusales traumatogènes, donc des forces importantes. Des forces occlusales importantes qui s'appliquent sur les dents vont être responsables indirectement de l'apparition
de la récession. Bon, là, c'est mentionné, des surcharges options, une récession gingivale. Le trauma ne va pas directement provoquer lui-même la récession. Le trauma va provoquer un affaiblissement de l'os, un amincissement de l'os, une réduction de la hauteur de l'os qui va... Le tabac, il a été démontré que les fumeurs ont plus de pertes d'attache et donc présentent plus de récession que les personnes qui ne fument pas. Le traumatisme chronique de la gencive, soit par les angles, la tachy, alors j'ai oublié comment on appelle la phobie, la manie plutôt, le fait de se ronger les ongles, se traumatiser les gencives avec les ongles, par des crayons, on a l'habitude des fois de mettre le crayon en bouche, des épingles à cheveux ou autres objets, des cure-dents par exemple. C'est pour ça que le cure-dent, il est important de le dire aux malades, il faut qu'il soit de section triangulaire. Ce n'est pas un cure-dent circulaire, il est triangulaire le cure-dent, il doit suivre l'architecture et l'anatomie de l'espace interdentaire. Mais il n'y a pas que ça, il faut qu'il y ait vraiment un vide, il faut qu'il y ait une rétraction gingivale. S'il n'y a pas d'espace interdentaire, vous introduisez le cure-dent, vous traumatisez la gencive, il va y avoir une récession. Voilà, ça c'est les habitudes nocives qui peuvent être responsables de l'apparition de récession. Donc si on parle de pathogénie, comment expliquer la formation d'une récession? En réalité, ça n'a pas été vraiment bien élucidé. On ne comprend pas parfaitement comment se fait cette récession, mais on pense à deux facteurs. On pense à l'inflammation et au traumatisme. Donc, dans l'inflammation, on pense que quand il y a un parodonte fin, depuis le début, on n'a pas arrêté de parler de classification des types de parodontes. Donc, quand j'ai un parodonte fin, j'ai des gencives fines, et puis j'ai en parallèle de la plaque bactérienne. La plaque bactérienne va s'accumuler au niveau des dents. Et cette plaque va provoquer un infiltrant inflammatoire qui va s'accumuler au niveau du tissu conjonctif. Alors, quand le parodonte il est épais, cet infiltrant inflammatoire va se situer sous le sulcus. Il va avoir une localisation bien précise. Parce que le parodonte est épais, il peut se protéger. Mais quand le parodonte il est fin, cet infiltrant inflammatoire va se retrouver au niveau du tissu conjonctif et va provoquer en quelque sorte l'apparition de digitation épithélium oral et l'épithélium sulculaire. C'est un signe de l'inflammation. J'ai de la plaque. Et donc, c'est des bactéries, c'est un corps étranger, c'est des micro-organismes. Le parodonte va se défendre. Il va y avoir un infiltrant inflammatoire qui va se déposer, qui va apparaître au niveau du tissu conjonctif. Vous l'avez vu l'année passée dans le cours inflammation. Alors, il y a un infiltrant inflammatoire, mais comme c'est fin, comme c'est un conjonctif fin, c'est un épithélium fin, il va y avoir des digitations épithéliales qui vont se former de l'épithélium oral et de l'épithélium sulculaire. La fusion de ces digitations vont faire qu'il y aura une récession. C'est-à-dire qu'il y aura en quelque sorte une, je ne vais pas dire une résorption, mais une rétraction de la gencive qui va provoquer la dénudation de la dent. La perte osseuse dans la récession est expliquée soit par la présence d'une déhiscence, soit par la finesse du processus alvéolaire. Donc, cette lame osseuse, généralement suite à l'inflammation ou au traumatisme, peut se résorber. Donc, si elle se résorbe, il n'y aura plus de support. C'est normal. La gencive, elle est maintenue sur les dents et le résultat, c'est la récession. Donc, pour c'est pareil. C'est le même principe que dans l'inflammation. Il y a des digitations épithéliales qui vont se former et puis il y a une réduction de la hauteur gingivale. Mais là, dans le traumatisme, on peut avoir aussi l'hypothèse, c'est-à-dire qu'il peut être soutenu par une fuite de la gencive. Donc, il y a une inflammation qui se produit au niveau du tissu conjonctif et qui induit par la suite une protection de la gencive par le fait de se déplacer en direction apicale.
Alors, quels sont les signes cliniques d'une récession? Cliniquement, on va remarquer que la crête marginale est située apicalement à la jonction amylo-sémentaire. C'est clair, cliniquement, on va voir, on va examiner. On va voir que la gencive marginale va descendre plus bas par rapport à la jonction amylo-sémentaire, c'est évident. Le tissu gingival peut être rouge, inflammatoire, donc il va augmenter de volume, ou bien peut tout simplement être rose et ferme. Selon la quantité d'irritants, le couche peut avoir beaucoup de plaques bactériennes, donc d'irritation. Et dans les deux cas, la gencive est généralement fine et fragile. Comme elle est fine et fragile, évidemment, elle va se protéger, enfin, elle va se déplacer en direction apicale pour provoquer la récession. Les dents sont souvent en position saillante. Généralement, c'est une malposition dentaire, bien sûr, par rapport aux autres dents. La récession peut survenir à n'importe quel âge. Eh bien, mais bien sûr, évidemment, elle va être plus fréquente chez le sujet âgé. Donc là, la composante âge aggrave encore la situation. Donc, le patient va présenter plusieurs signes, un ou plusieurs signes. Un aspect inesthétique, au sourire ou bien au rire. Ça peut être antérieur et supérieur. Dès qu'on sourit ou qu'on commence à parler, c'est visible. Sensibilité gingivale au brossage ou à la mastication. Des fois, ça fait mal même quand on mâche parce que c'est dénudé, c'est exposé. Alors, pour répondre à cette question, est-ce qu'il y a des signes radiologiques qui montrent qu'il existe une récession? Il n'y a pas de signes radiologiques. On ne peut pas détecter une récession radiologiquement. Par contre, voilà, on va donner plus d'explications. Alors, il n'y a pas de signe radiographique montrant l'existence d'une récession vestibulaire ou linguale des dents. Donc, on ne peut pas voir les tissus mous. Donc, on peut généralement dépister sur une radiographie dentaire. On ne peut dépister ni les altérations des tissus mous, ni les hauteurs vestibulaires et linguales de l'os alvéolaire. Je prends une radio, je ne peux pas savoir sur la radio si je n'ai pas de malade en face, si je n'ai pas fait l'examen clinique, je ne peux pas savoir si les tissus mous sont rétractés, que ce soit du côté vestibulaire ou lingual. Radiologiquement, je ne peux pas le savoir. C'est l'examen clinique qui va le détecter. Et puis, si je veux essayer de deviner la hauteur vestibulaire de l'os et lingual, je ne peux pas la voir sur la radio, vous le savez, parce que tout simplement, il y a la racine qui cache un petit peu l'os vestibulaire et lingual. Je ne peux pas voir sa hauteur, il est à quel niveau. Par contre, on peut reconnaître radiographiquement une récession parodontale généralisée, comprenant la part des tissus de soutien proximaux, ainsi que des tissus vestibulaires et linguaux à la réduction de la hauteur des procès alvéolaires par rapport à la jonction amylo-sémentaire. Donc, radiologiquement, je peux finalement déterminer, si je n'ai pas de malade, je n'ai pas fait l'examen clinique, je peux deviner qu'il y a des récessions si la récession elle est généralisée. C'est-à-dire, j'ai des récessions partout au niveau de la bouche, mais là, vous allez comprendre 4. Classe 1 et 2, je ne peux pas la voir radiologiquement. Parce que tout simplement, le septum interdentaire est préservé. Mais dans la classe 3 et 4, j'ai le septum. Classe 3, j'ai un début de destruction du septum. Classe 4, j'ai une destruction avancée du septum interdentaire. Et ça, bien sûr, l'os, je peux le voir radiologiquement. Et donc, je peux comprendre qu'il y a une rétraction gingivale. Donc, je vais deviner qu'il y a une récession. S'il y a du septum interdentaire qui est touché, ça veut dire que vestibulairement, l'os aussi, il est touché. Donc, automatiquement, il y a une récession. Et si j'examine en bouche, je vais confirmer mon hypothèse. J'espère que c'est clair. C'est bon? Oui, madame, c'est clair. Voilà. Donc, radiologiquement, ce n'est qu'une fois la récession a bien avancé, c'est-à-dire classe 3 ou 4, que je peux la détecter sur le plan radiologique. Donc, l'importance clinique, qu'est-ce qui fait que la récession, elle est importante cliniquement? Pour plusieurs raisons. Les surfaces radiculaires sont dénudées. Donc, les racines sont visibles. D'abord, ce n'est pas beau à voir, c'est inesthétique. Et puis, les racines sont prédisposées à la carie. Elles sont exposées au milieu buccal, donc on peut facilement avoir des caries radiculaires. Et puis, l'usure du sément dénudé. Il y a du sément radiculaire, évidemment, il est radiculaire, et du sément qui est exposé au milieu buccal. Donc, avec la mastication et les contacts buccaux, ça va provoquer une usure.
On va perdre un petit peu de sément, il va y avoir de la dentine qui va être exposée et c'est extrêmement sensible, surtout au toucher et au froid. Donc, on va sentir une sensibilité. Et puis, j'ai aussi l'hypermicupère et les symptômes qui lui sont associés peuvent aussi provenir de la linéation radiculaire. La racine n'est plus protégée. La pulpe, on ne va pas dire qu'elle est exposée, mais elle est très proche du milieu buccal par rapport à une dent qui ne présente pas de récession. Donc, je peux facilement avoir des traumatismes de la pulpe et donc des sensibilités pulpaires et même donc des sensibilités, des risques de perdre la vitalité de la dent. Les récessions interproximales créent des espaces dans lesquels la plaque et les débris alimentaires et les bactéries s'accumulent. Donc, j'ai une récession en interdentaire. Donc là, vous allez comprendre, place 3 et 4. Je vais avoir de la plaque qui va se déposer. Ça va aggraver le cas. Ça va avancer vers une parodontite plus grave par l'accumulation de la plaque et des débris alimentaires. C'est pour ça que la récession, elle est importante et elle est quand même dangereuse et grave. Si on ne traite pas à ce stade, au stade de début, ça peut avancer et évoluer vers l'atteinte du parodonte profond. Voilà. Donc, la récession est la maladie parodontale la mieux distribuée dans la population. Il y a beaucoup de récessions. Ceux qui ont un faible niveau d'hygiène présentent des récessions du fait de l'inflammation induite par la présence de plaques. Quand on n'a pas une bonne hygiène, la récession va apparaître parce qu'il y a des plaques bactériennes et une inflammation, on avait dit tout à l'heure, comme cause, comme étiologie. Ceux qui ont un haut niveau d'hygiène, pour ceux qui ont une très bonne hygiène, généralement, chez eux, il n'y a pas beaucoup de plaques, mais la récession apparaît suite au traumatisme. Ils se brossent tellement les dents qu'ils ont provoqué des récessions. Donc, une fois le diagnostic posé, le chirurgien pourra choisir une de ces techniques de traitement à sa disposition, dont il pourra par avance connaître les probabilités de succès grâce à la classification de Miller. Donc, j'ai posé mon diagnostic de récession et je vais traiter, ce qui fait, comme j'ai l'intention de le traiter, je peux en même temps, avant de commencer le traitement, essayer donc de donner un pronostic par rapport à mes thérapeutiques. Donc, quelle est la récession qui va donner le meilleur résultat et quelle est la récession qui a le pronostic le plus mauvais. Voilà. Parlons de diagnostic. Il y a un petit paragraphe que je ne vous ai pas ajouté. Je vais le rajouter dans le Word de la prochaine fois, quand je vous enverrai le cours. Pour le diagnostic de la récession, alors on vient de le voir, c'est beaucoup plus clinique que radiologique. Clinique, c'est déjà à la vue, on constate qu'il y a une récession. Mais il n'y a pas que ça. Nous avons le test à l'iode et le test de rouleau. Le test de rouleau, il se base sur l'emploi d'une sonde parodontale. Donc, ou bien le doigt carrément. J'applique une pression sur la muqueuse alvéolaire, que ce soit avec la sonde ou avec le doigt, avec l'index. Cette pression, je vais la déplacer en direction coronaire. Donc, vous allez comprendre que je suis sur la muqueuse alvéolaire et je me déplace vers la couronne. Si la muqueuse alvéolaire touche le bourrelet gingival, là, vous avez une récession. Ça veut dire que la hauteur de gencive attachée n'existe presque pas. Et donc, j'ai atteint le bourrelet gingival. Donc, il y a eu un déplacement de la gencive marginale en direction apicale. J'ai aussi le test à l'iode. Donc, je vais mettre de l'iode qui va colorer les muqueuses. Les muqueuses alvéolaires seront colorées, mais les gencives attachées ne seront pas colorées. Et ce qui fait, si je vois une bande, donc je peux déterminer la présence de récession. Si je vois une bande de gencives non colorées, ça veut dire que j'ai suffisamment de gencives attachées, enfin, que j'ai de la gencive attachée, mais je peux en même temps détecter la présence d'une récession. Voilà, donc vous avez le test à l'iode et le test de rouleau, mais sinon, le diagnostic, il est beaucoup plus clinique. On avait dit que pour que ce soit fait radiologiquement, il faut qu'il y ait vraiment une destruction interproximale de l'os alvéolaire. Voilà. Est-ce que vous avez des questions?